Il existe des histoires que la guerre a englouties avant même qu'elles ne soient racontées. Non pas parce qu'elles étaient insignifiantes, mais parce qu'elles portaient le type de vérité qu'aucune archive officielle n'oserait enregistrer. Durant l'hiver 1943, 13 femmes françaises ont disparu d'un convoi allemand qui traversait la Bourgogne en direction de l'Est. Il n'y eut pas de fusillade, pas d'explosion, pas de sauvetage spectaculaire. Elles ont simplement cessé de figurer dans les documents de la Wehrmacht, comme si elles n'avaient jamais existé. Pendant des décennies, cette absence fut traitée comme une erreur bureaucratique, une défaillance administrative, une coïncidence statistique. Jusqu'à ce que l'une d'entre elles décide de parler. Isilde Marceau avait 17 ans lorsqu'elle fut arrachée de sa maison à Dijon, accusée de cacher des correspondances de la résistance. Elle n'avait jamais rien caché. Mais dans la France occupée de 1943, suspicion et culpabilité étaient une seule et même chose. On l'emmena pour interrogatoire, puis dans un centre de triage, et finalement dans un wagon de marchandises sans fenêtre, où 12 autres femmes attendèrent déjà en silence. La destination était connue. Travail forcé dans les usines du Reich, camp de détention à l'Est, ou quelque chose de pire que personne n'osait nommer. Mais Isilde Marceau n'y arriva jamais. Aucune d'entre elles n'y arriva. 52 ans plus tard, les cheveux blancs et les mains tremblantes, elle brisa le pacte de silence qu'elle avait maintenu pendant des décennies. Elle ne parla pas par héroïsme. Elle parla parce que le poids du secret était devenu insupportable. Et ce qu'elle révéla défia tout ce que l'on savait de cette période. L'histoire tournait autour d'un homme qui n'avait jamais demandé de reconnaissance, n'avait jamais revendiqué de gloire, et avait disparu sans laisser de traces. Les femmes ne connaissaient pas son vrai nom. Elles l'appelaient simplement le fantôme de la neige. Il surgissait entre l'obscurité et le froid, opérant dans les failles invisibles de la machine de guerre allemande. Il n'avait pas d'armes, pas d'armée, seulement une connaissance intime des chemins de fer français, des horaires défaillants, des détours oubliés, des routes qu'aucune carte militaire n'enregistrait avec précision. Et il utilisa cette connaissance pour faire quelque chose qui aurait dû être impossible. Effacer 13 vies des registres de l'occupation, les rendre à l'existence hors de portée nazie, et disparaître comme s'ils n'avaient jamais été là. Mais ce n'est pas une histoire d'héroïsme romantique. C'est une histoire sur la peur, les choix impossibles, et le type de courage qui n'apparaît jamais dans les cérémonies officielles. Alaric Vornet était conducteur de train. Il connaissait les rails, les locomotives, et le langage bureaucratique des horaires de guerre. Lorsque les Allemands prirent le contrôle des chemins de fer français en 1940, il fut maintenu à son poste parce qu'il était compétent, parce qu'il connaissait la région, et parce qu'il semblait inoffensif. Ils ne comprirent pas que quelqu'un capable de maîtriser tout le système ferroviaire était également capable de le saboter de manière invisible. Alaric ne fit pas sauter de pont, ne dérailla pas de train, ne tua pas de soldats. Il fit simplement disparaître certains registres, retarda certains wagons, dévia certaines routes vers des lignes secondaires où le contrôle allemand était plus faible, et lorsque l'opportunité se présentait, il déplaçait des pièces humaines hors de l'échiquier de la guerre. Ceux qui regardent maintenant depuis différentes parties du monde sont témoins d'un type rare de récit, une histoire qui a failli être effacée, mais qui a survécu à travers des fragments de mémoire, des lettres brûlées, des témoignages chuchotés des décennies après le silence. Chaque personne qui suit ce récit devient partie de sa préservation, garantissant que le sacrifice d'Alaric Vornet et la survie de ces 13 femmes ne soient pas oubliés. Commenter d'où l'on regarde ce documentaire n'est pas simplement une participation. C'est une résistance contre l'effacement historique. La nuit du 14 janvier 1943 était particulièrement brutale. La neige tombait obliquement sur la gare de Montbard, trop petite pour avoir une garnison permanente, mais suffisamment stratégique pour servir de point de ravitaillement aux convois se dirigeant vers l'Est. Le thermomètre marquait 8 degrés en dessous de zéro. Le vent coupait la peau exposée. Alaric Vornet était là parce qu'il savait que ce convoi spécifique accusait toujours un retard de 3 à 5 minutes en raison d'une défaillance mécanique dans le système de freinage du 3e wagon. Il savait que les soldats allemands responsables de l'escorte détestaient le froid bourguignon et se concentrèrent dans le wagon chauffé de la locomotive. Il savait qu'entre 22h50 et 23h07, le quai restait pratiquement désert. Il avait étudié ce convoi pendant des semaines, notant les horaires,
observant les schémas, identifiant le moment exact où la surveillance faillissait. Ce ne fut pas une impulsion. Ce fut un calcul. Lorsque le train s'arrêta et que les soldats descendirent pour vérifier le ravitaillement en eau, Alaric se déplaça entre les ombres avec la précision de quelqu'un qui connaissait chaque centimètre de cette gare. Le wagon de marchandises où les femmes étaient enfermées se trouvait au milieu du convoi, loin de la locomotive, loin de la vision directe des gardes. Il ne força pas la porte. Il utilisa une clé passe-partout que tous les anciens conducteurs possédaient, mais dont les Allemands ignoraient l'existence. La porte s'ouvrit sans bruit. 13 visages le fixèrent dans l'obscurité. Personne ne parla. Il fit simplement un geste de la main, indiquant la sortie latérale du quai, et elles comprirent. Une par une, elles descendirent dans la neige, certaines pieds nus, toutes tremblantes, mais dans un silence absolu. Alaric les guida à travers un embranchement de fret abandonné, puis par un sentier secondaire qui menait à une grange à 2 kilomètres de la gare. 17 minutes plus tard, le convoi repartit avec les mêmes documents d'embarquement, mais 13 prisonnières en moins. Les Allemands ne remarquèrent en la discordance que 3 jours plus tard, lorsque le train arriva à destination finale. Mais à ce moment-là, il était trop tard pour retracer où la défaillance s'était produite. Isilde Marceau se souvenait du froid. Elle se souvenait d'avoir couru dans la neige sans sentir ses pieds. Elle se souvenait de la grange où elles passèrent la première nuit, entassées sous du foin humide, tremblant non seulement de froid mais de peur d'être découverte. Et elle se souvenait de l'homme qui revint le lendemain matin avec des vêtements civils, de faux documents, et des instructions précises sur comment chacune d'entre elles devait disparaître dans le paysage rural de la France occupée. Alaric ne les sauva pas une seule fois. Il les sauva de manière répétée au fil des semaines, organisant des routes d'évasion, contactant des fermiers disposés à cacher des juives, des résistantes, ou n'importe quelle femme marquée par le régime nazi. Il ne demanda jamais de gratitude, ne demanda jamais qu'elle se souvienne de son nom, il demanda simplement qu'elle survive. Mais cette histoire ne se termine pas par la survie, elle se termine par l'effacement. Parce que lorsque la guerre prit fin, Alaric Vornet ne revendiqua pas de reconnaissance, ne chercha pas de médaille, ne donna pas d'interview. Il disparut simplement. Certains disent qu'il fut tué en 1944, lors d'une opération de sabotage. D'autres croient qu'il assuma une nouvelle identité et vécut discrètement jusqu'à la vieillesse. Isilde Marceau croit qu'il n'a jamais voulu être commémoré parce qu'il savait que les héros de guerre portent des attentes impossibles. Et Alaric Vornet ne se voyait jamais comme un héros. Il se voyait simplement comme quelqu'un qui faisait ce qui était possible dans le petit espace d'action qu'il possédait. Mais l'impact de ce qu'il fit résonna pendant des décennies, à travers les vies qu'il sauva, les enfants que ces femmes eurent, les histoires qui purent finalement être racontées. L'occupation allemande de la France n'était pas seulement militaire. C'était une machine bureaucratique d'une précision terrifiante, conçue pour transformer des êtres humains en chiffres, des vies en ligne dans des registres administratifs. Chaque train, chaque convoi, chaque mouvement de prisonniers était documenté avec une rigueur obsessionnelle. Les Allemands ne laissaient rien au hasard, ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Mais dans tout système parfait existe une faille. Et cette faille portait souvent un visage humain, discret, invisible, opérant dans les marges que personne ne surveillait. Alaric Vornet comprenait cela mieux que quiconque. Il savait que le contrôle total était une illusion, et que cette illusion pouvait être exploitée par ceux qui connaissaient les rouages du système de l'intérieur. En 1940, lorsque les forces allemandes prirent le contrôle des chemins de fer français, elles héritèrent d'un réseau ferroviaire complexe, construit sur des décennies de développement infrastructure, avec des lignes principales, des embranchements secondaires, des voies de service oubliées dans des registres poussiéreux. Les nouveaux administrateurs allemands connaissaient les grandes lignes, les trajets stratégiques, les routes militaires prioritaires. Mais ils ne connaissaient pas les détails, les petites gares rurales, les horaires ajustés localement, les clés universelles que les anciens conducteurs conservaient par habitude, les codes non officiels que les cheminots utilisaient entre eux depuis des années. Cette connaissance intime, transmise oralement, rarement écrite, constituait un espace de liberté invisible au sein de l'occupation. Et c'est dans cet espace qu'Alaric Vornet choisit d'opérer.
Il ne rejoignit jamais formellement la résistance, pas par lâcheté mais par pragmatisme. Les réseaux organisés étaient infiltrés, surveillés, démantelés régulièrement par la Gestapo. Alaric comprit rapidement que l'action solitaire, invisible, non revendiquée, avait plus de chances de durer. Il continua à travailler pour les chemins de fer sous occupation, accomplissant ses tâches avec une efficacité qui le rendait indispensable aux yeux des Allemands. Mais parallèlement, il collectait des informations. Horaires de convois transportant des prisonniers, itinéraires de trains de marchandises contenant des biens confisqués, noms de soldats corrompus, moments de relâchement dans la surveillance. Il notait tout dans sa mémoire, car écrire aurait été trop dangereux. Et lentement, méthodiquement, il commença à saboter le système de manière si subtile que personne ne pouvait prouver qu'il y avait sabotage. Un retard de 3 minutes attribué à un problème mécanique. Un wagon détaché par erreur et oublié sur une voie de garage. Un document d'inventaire égaré dans le transfert entre bureaux. Des ajustements minuscules, isolés, apparemment anodins. Mais cumulés sur des mois, ces petites interventions créaient du chaos. Et dans ce chaos, des vies pouvaient être sauvées. Les 13 femmes du convoi de janvier 1943 n'étaient pas les premières. Alaric avait déjà fait disparaître des prisonniers auparavant, toujours par petits groupes, jamais assez pour déclencher une enquête approfondie. Il savait que la bureaucratie allemande, malgré sa rigueur, avait une tolérance pour les petites pertes. Tant que le système global fonctionnait, les anomalies mineures étaient classées comme erreurs humaines inévitables. Alaric exploitait cette tolérance avec une audace calculée. Mais cette stratégie comportait un coût psychologique immense. Vivre sous une double identité permanente, sourire aux officiers allemands le matin, saboter leurs opérations la nuit, ne jamais pouvoir partager ce fardeau avec quiconque, car la moindre confidence pouvait entraîner la torture et la mort. Alaric Vornet vécut pendant 4 ans dans une solitude absolue, portant le poids de vies sauvées et de vies qu'il n'avait pas pu sauver. Chaque convoi qu'il laissait partir sans intervenir le hantait, mais il savait que s'il agissait trop souvent, il serait découvert. Et s'il était découvert, tout s'arrêterait. Alors il choisissait, froidement, méthodiquement, sauvant ceux qu'il pouvait, sacrifiant ceux qu'il ne pouvait pas. Cette réalité brutale ne figure dans aucun monument commémoratif. Les femmes qu'il sauva cette nuit de janvier ne comprirent la portée de son sacrifice que bien plus tard. Sur le moment, elles voyaient simplement un homme qui ouvrait une porte, indiquait une direction et disparaissait dans la nuit. Elle ne savait pas qu'il avait passé des semaines à étudier ce convoi spécifique. Ne savait pas qu'il avait soudoyé un garde avec de l'alcool, pour garantir qu'il s'endormirait à un moment précis. Ne savait pas qu'il avait préparé des faux documents pour chacune d'elles, falsifiant des identités, inventant des parcours crédibles. Ne savait pas que chaque minute passée à les aider rapprochait Alaric de la découverte et de l'exécution. Elle ne savait rien de tout cela. Elle savait seulement qu'elles avaient survécu. Et pendant 50 ans, elles gardèrent le silence, comme il le leur avait demandé. Ce silence n'était pas de la lâcheté, c'était de la protection. Parler aurait mis en danger d'autres personnes impliquées dans des réseaux clandestins similaires, aurait attiré l'attention sur des méthodes encore utilisées dans d'autres contextes, aurait transformé Alaric Vornet en symbole, alors qu'il n'avait jamais voulu être autre chose qu'un homme faisant ce qu'il devait faire. Mais le silence a aussi un prix. Il permet à l'histoire officielle de raconter seulement ce qui est visible, glorieux, facilement héroïque. Les Alaric Vornet du monde disparaissent des livres d'histoire précisément parce qu'ils ont réussi à rester invisibles. Et cette invisibilité, qui fut leur force pendant la guerre, devint leur effacement après. Ce n'est qu'en 1995, lorsque Isilde Marceau décida de rompre le pacte, que la vérité commença à émerger. Elle contacta d'abord les autres survivantes. Certaines avaient déménagé à l'étranger. D'autres étaient décédées, mais 7 d'entre elles acceptèrent de témoigner. Ensemble, elles reconstituèrent les événements de cette nuit, confrontant leurs souvenirs, comblant les lacunes, tentant de donner un sens à ce qui s'était passé. Leurs témoignages ne correspondaient pas parfaitement. La mémoire humaine est imparfaite, surtout lorsqu'elle porte un traumatisme. Mais tous convergeaient sur un point central.
Un homme les avait sauvés. Un homme dont elles ne connaissaient pas le vrai nom. Un homme qui avait disparu sans laisser de traces. Les recherches qui suivirent furent difficiles. Les archives ferroviaires de l'époque avaient été partiellement détruites, partiellement falsifiées, partiellement perdues dans le chaos de l'après-guerre. Mais des fragments subsistaient, des listes de personnel, des rapports d'incidents mineurs, des notes marginales dans des registres bureaucratiques. Et lentement, le nom d'Alaric Vorney émergea. Conducteur auxiliaire, affecté à la région de Bourgogne. Retiré du service actif en 1944 pour raison non spécifiée. Aucune mention de décès. Aucune mention de démission. Simplement une absence dans les dossiers, comme s'il avait cessé d'exister administrativement. Cette disparition administrative était elle-même suspecte. Elle suggérait que quelqu'un quelque part avait délibérément effacé son nom. Peut-être pour le protéger, peut-être pour le punir, peut-être simplement parce que son existence posait des questions embarrassantes. L'hiver 1943 ne fut pas seulement brutal pour Alaric Vorney, il le fut pour toute la France occupée. Les rations alimentaires atteignirent leur niveau le plus bas. Les arrestations arbitraires se multiplièrent. La Gestapo intensifia ses opérations de répression contre la résistance, torturant des suspects dans les sous-sols de la rue Lauriston à Paris, exécutant des otages dans les cours de prison provinciales. La terreur n'était plus exceptionnelle. Elle était devenue la norme. Et dans ce contexte, sauver 13 femmes d'un convoi allemand n'était pas un acte isolé de bravoure. C'était une déclaration de guerre silencieuse contre tout le système d'occupation. Après cette nuit de janvier, Alaric savait qu'il avait franchi un point de non-retour. Tôt ou tard, les Allemands remarqueraient la disparition. Tôt ou tard, une enquête serait lancée. Tôt ou tard, quelqu'un ferait le lien entre les anomalies ferroviaires et lui. Il n'avait pas peur de la mort. Il avait peur de parler sous la torture, peur de révéler des noms, des lieux, des méthodes, peur que sa faiblesse humaine détruise tout ce qu'il avait construit. Alors il prit des précautions supplémentaires. Cessa de dormir chez lui, changea régulièrement d'endroit, évita tout contact prolongé avec quiconque, se transforma en fantôme, non seulement pour les Allemands, mais aussi pour ceux qui auraient pu vouloir le remercier. Les 13 femmes, pendant ce temps, suivaient des parcours de survie chaotiques. Isilde Marceau fut cachée par une famille de fermiers près de Beaune, travaillant au champ sous une fausse identité, vivant dans la crainte constante d'une dénonciation. D'autres furent dispersés dans des villages isolés, des couvents discrets, des greniers oubliés. Certaines réussirent à rejoindre la zone libre avant qu'elle ne soit elle aussi occupée. D'autres restèrent cachées jusqu'à la libération. Mais toutes portèrent le même fardeau. Elles savaient qu'un homme avait risqué sa vie pour elles, et elles ne pouvaient rien faire pour lui en retour, sinon disparaître comme il le leur avait demandé. Ce qui rendait l'action d'Alaric encore plus remarquable était son absence totale de glorification personnelle. Il n'envoya pas de rapport à Londres, ne chercha pas à se faire connaître des réseaux de la résistance, ne documenta pas ses actions pour la postérité, agit uniquement parce qu'il considérait que c'était la chose juste à faire, dans les limites de ses capacités. Cette humilité radicale contrastait violemment avec la propagande héroïque que les deux camps de la guerre produisaient abondamment. Les Allemands glorifiaient leurs soldats comme des surhommes ariens, les Alliés glorifiaient leurs résistants comme des guerriers intrépides. Mais Alaric Vorney ne rentrait dans aucune de ces catégories. Il était simplement un homme ordinaire qui refusait d'accepter l'inacceptable. Parmi les femmes sauvées, plusieurs portèrent des histoires qui méritent d'être racontées séparément. Marguerite Dulac, institutrice de 32 ans, avait été arrêtée pour avoir refusé d'enseigner la propagande nazie dans sa classe. Elle survécut à la guerre et retourna enseigner, mais ne parla jamais de ce qui lui était arrivé, même à ses propres enfants. Claire Boisseau, couturière de 24 ans, avait été dénoncée par une voisine jalouse qui convoitait son appartement. Elle émigra au Canada après la guerre et ne remit jamais les pieds en France. Simone Guerrier, veuve de 40 ans, avait été arrêtée simplement parce qu'elle ressemblait à une femme recherchée par la Gestapo. Elle passa le reste de sa vie dans un silence presque total, incapable de parler de cette période sans trembler. Ces femmes n'étaient pas des héroïnes de guerre. Elles étaient des victimes qui eurent la chance d'échapper à leur destin grâce à l'intervention d'un homme qui ne demanda jamais de reconnaissance. Leurs vies après la guerre furent marquées par la culpabilité du survivant, le traumatisme non traité, les cauchemars récurrents,
Beaucoup développèrent des troubles psychologiques que personne, à l'époque, ne savait diagnostiquer ou traiter. Elles vécurent avec leurs démons en silence, comme des millions d'autres rescapés de la guerre. Mais contrairement à beaucoup, elles portaient aussi un secret spécifique. Elles savaient qu'elles devaient leur survie à un homme dont elles ne connaissaient même pas le vrai nom. Le témoignage le plus troublant vint de Jeanne Aubert, qui avait 19 ans en 1943. Elle raconta, des décennies plus tard, qu'Alaric lui avait dit quelque chose cette nuit-là qui l'avait hanté toute sa vie. Alors qu'il la guidait hors du train, dans le froid glacial, il murmura simplement « Ne me remerciez jamais, vivez, c'est tout ce que je demande ». Jeanne ne comprit la profondeur de cette phrase que bien plus tard. Alaric ne voulait pas de gratitude parce que la gratitude impliquait une dette, et il ne voulait pas que ces femmes se sentent endettées envers lui. Il voulait qu'elles soient libres, libres de vivre, de reconstruire, d'oublier si nécessaire. Cette générosité absolue, dénuée de tout calcul, de toute attente de récompense, est peut-être l'aspect le plus extraordinaire de cette histoire. Mais l'histoire d'Alaric Vorney ne se termine pas avec le sauvetage de janvier 1943. Il continua ses opérations clandestines pendant plus d'1 an. Les archives fragmentaires suggèrent qu'il participa à au moins 7 autres interventions similaires, sauvant au total près de 40 personnes. Certaines étaient des Juifs destinés au camp de la mort. D'autres étaient des résistants capturés. D'autres encore étaient simplement des civils pris dans les filets arbitraires de l'occupation. Alaric ne faisait pas de distinction. Pour lui, toute vie menacée par le système nazi méritait d'être sauvée, si c'était possible. Cette approche universaliste, rare à l'époque, témoignait d'une profondeur morale exceptionnelle. Le 12 mars 1944, tout s'effondra. Un informateur de la Gestapo, dont l'identité ne fut jamais établie avec certitude, signala des irrégularités persistantes dans les convois ferroviaires de Bourgogne. Une enquête fut ouverte. Des registres furent comparés. Des témoins furent interrogés. Et le nom d'Alaric Vorney apparut comme dénominateur commun dans plusieurs incidents suspects. Il fut convoqué pour interrogatoire au quartier général allemand de Dijon. Il savait ce que cela signifiait. Il savait qu'il ne reviendrait probablement pas vivant. Mais il se présenta quand même, parce que fuir aurait confirmé les soupçons et mis en danger tous ceux qui l'avaient aidé. L'interrogatoire dura 3 jours. Les méthodes utilisées ne furent jamais documentées officiellement, mais les témoignages de personnes détenues dans les mêmes locaux à cette époque parlent de coups, de privation de sommeil, de simulation de noyade, de tortures psychologiques raffinées. Alaric Vorney ne parla pas, ne donna aucun nom, ne révéla aucune méthode, ne confirma aucune accusation. Cette résistance était d'autant plus extraordinaire qu'il n'avait aucun entraînement militaire, aucune formation spéciale pour résister à la torture. Il tint simplement parce qu'il savait que des dizaines de vies dépendèrent de son silence. Au bout de 3 jours, faute de preuves concrètes, les Allemands le relâchèrent, mais ils le placèrent sous surveillance constante. Alaric comprit immédiatement qu'il ne pourrait plus opérer comme avant. Chacun de ses mouvements était observé, chaque conversation était potentiellement enregistrée. Il était devenu une cible, et par extension, toute personne qui l'approchait devenait également suspecte. Alors il prit la décision la plus difficile de sa vie. Il décida de disparaître complètement. Pas seulement de la vue des Allemands, mais de la vie elle-même. Il effaça méthodiquement toute trace de son existence, détruisit ses documents personnels, coupa tout contact avec ses connaissances, abandonna son travail, son logement, son identité, et un matin d'avril 1944, Alaric Vorney cessa officiellement d'exister. Ce qui se passa ensuite reste enveloppé de mystère. Certaines sources suggèrent qu'il rejoignit un maquis dans le Morvan, combattant sous un nom d'emprunt jusqu'à la libération. D'autres affirment qu'il fut secrètement exécuté par la Gestapo, son corps jeté dans une fosse commune qui ne fut jamais identifiée. D'autres encore croient qu'il survécut à la guerre et vécut sous une fausse identité jusqu'à sa mort naturelle, des décennies plus tard. Aucune de ces théories n'a été confirmée. Les archives militaires françaises ne contiennent aucune mention de lui après mars 1944. Les registres d'état civil ne montrent aucun décès enregistré à son nom. Il est comme s'il s'était évaporé dans l'air glacial de cette guerre,
laissant derrière lui seulement des vies sauvées et des questions sans réponse. Pour les 13 femmes qu'il sauva en janvier 1943, cette disparition fut déchirante. Elles voulaient le remercier, voulaient témoigner en sa faveur, voulaient s'assurer qu'il avait survécu, mais elles ne trouvèrent rien. Aucune trace, aucun indice, aucune confirmation de vie ou de mort. Cette incertitude les hanta pendant des décennies. Isilde Marceau raconta qu'elle rêvait régulièrement d'Alaric, le voyant marcher dans la neige, s'éloignant toujours plus loin jusqu'à devenir invisible. Ce rêve récurrent symbolisait parfaitement la nature fantomatique de cet homme qui avait traversé leur vie brièvement, mais de manière indélébile. La fin de la guerre n'apporta pas de réponse. Les tribunaux militaires de l'après-guerre se concentrèrent sur les criminels de guerre, les collaborateurs notoires, les traîtres évidents. Personne ne chercha activement les héros obscurs, les sauveurs anonymes, ceux qui avaient agi sans témoin ni preuve. L'effort de reconstruction nationale privilégiait les récits clairs, les héros identifiables, les actes documentés. Alaric Vorney ne rentrait dans aucune de ces catégories. Son histoire était trop floue, trop incertaine, trop dépourvue de preuves matérielles. Alors elle fut oubliée, ou plus précisément, elle ne fut jamais vraiment connue. Ce n'est qu'en 1995, lorsque Isilde Marceau et les autres survivantes décidèrent de parler publiquement, que l'histoire commença à émerger. Elles contactèrent des historiens, des journalistes, des archivistes. Elles fournirent leurs témoignages, aussi fragmentaires soient-ils. Elles exigèrent que le nom d'Alaric Vorney soit inscrit quelque part, d'une manière ou d'une autre, dans la mémoire collective. Leurs efforts aboutirent à une petite plaque commémorative installée dans la gare de Montbard en 1998. Elle porte une inscription sobre, à la mémoire d'Alaric Vorney, cheminot, qui sauva des vies pendant l'occupation, 1943-1944. Pas de détails, pas d'explication, juste cette reconnaissance minimale d'un sacrifice maximal. Mais même cette plaque ne raconte pas toute l'histoire. Elle ne dit rien de la solitude dans laquelle Alaric opéra, ne dit rien de la peur quotidienne qui l'accompagnait, ne dit rien des vies qu'il ne put pas sauver et qui le hantèrent probablement jusqu'à la fin, ne dit rien du poids psychologique de vivre une double vie pendant 4 ans, ne dit rien de la torture qu'il endura sans parler, ne dit rien de sa disparition volontaire, cet ultime sacrifice qui consista à renoncer à son identité pour protéger les autres. Toute cette complexité humaine, toute cette profondeur morale, tout ce courage ordinaire et extraordinaire à la fois, reste invisible derrière une plaque de bronze de 30 cm. L'histoire d'Alaric Vorney pose une question fondamentale sur la manière dont nous nous souvenons de la guerre. Nous aimons les héros clairement identifiables. Nous aimons les actes documentés. Nous aimons les récits linéaires avec un début, un milieu et une fin satisfaisante. Mais la réalité de la résistance, de la survie, du courage sous l'occupation, était rarement aussi nette. Elle était faite de gestes invisibles, de sacrifices non documentés, d'actes de bravoure qui ne furent jamais photographiés ni médaillés. Elle était faite d'hommes et de femmes ordinaires qui firent des choses extraordinaires sans jamais demander de reconnaissance. Et ces personnes, précisément parce qu'elles réussirent à rester invisibles, disparurent de l'histoire officielle. Les 13 femmes sauvées par Alaric Vorney vécurent le reste de leur vie avec cette conscience aiguë. Elles savaient qu'elles devaient leur existence à quelqu'un que l'histoire avait oublié. Elles savaient que des centaines, peut-être des milliers d'Alaric Vorney avaient existé pendant la guerre, opérant dans l'ombre, sauvant des vies sans laisser de traces. Elles savaient que l'histoire telle qu'elle est enseignée dans les écoles, commémorée dans les monuments, racontée dans les livres, n'était qu'une fraction de ce qui s'était réellement passé. Et cette conscience les habitait comme une responsabilité. Responsabilité de témoigner. Responsabilité de préserver la mémoire. Responsabilité de s'assurer que le sacrifice d'Alaric ne soit pas totalement effacé. Isilde Marceau mourut en 2003, à l'âge de 77 ans. Avant de mourir, elle rédigea un testament moral dans lequel elle demandait que son histoire et celle d'Alaric Vorney soient racontées aussi longtemps que possible. Elle légua ses archives personnelles, incluant des lettres, des photographies, des notes manuscrites, à la Fondation pour la mémoire de la déportation. Ces documents constituent aujourd'hui l'une des rares sources primaires sur cette histoire.
Mais même ces archives sont incomplètes. Il manque des pièces essentielles, des dates précises, des confirmations objectives. L'histoire d'Alaric Vorney reste, à bien des égards, une histoire de croyance. On la croit parce que ceux qui la racontent ont vécu quelque chose de réel, mais on ne peut pas la prouver selon les standards académiques habituels. Cette impossibilité de preuve totale est elle-même révélatrice. Elle montre les limites de notre rapport à l'histoire. Nous voulons des faits, nous voulons des documents, nous voulons des preuves irréfutables. Mais beaucoup de vérités humaines, surtout celles qui se sont déroulées dans des contextes de terreur et de clandestinité, ne laissent pas de preuves irréfutables. Elles laissent des témoignages, des mémoires, des convictions profondes chez ceux qui ont vécu les événements. Et parfois, ces témoignages doivent suffire. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont tout ce qui reste d'une réalité qui ne voulait pas être documentée. Les autres femmes sauvées cette nuit de janvier 1943 suivirent des chemins divers. Certaines parlèrent publiquement de leur expérience. D'autres emportèrent leurs secrets dans la tombe. Certaines réussirent à reconstruire des vies relativement normales. D'autres furent tentées jusqu'à la fin par les fantômes de la guerre. Mais toutes partageaient un point commun. Elles savaient qu'un homme avait fait pour elles quelque chose qu'aucun système, aucune institution, aucune armée n'avait fait. Il les avait vues comme des êtres humains individuels, chacune avec une vie qui méritait d'être préservée. Pas comme des statistiques, pas comme des numéros dans un registre, mais comme des personnes. Et cette reconnaissance fondamentale de leur humanité, dans un contexte qui niait systématiquement l'humanité de millions de gens, fut peut-être le cadeau le plus précieux qu'Alaric Vorney leur fit. Le mystère entourant la disparition d'Alaric continue d'alimenter des recherches sporadiques. Des historiens amateurs fouillent occasionnellement les archives locales. Des descendants de résistants cherchent des connexions possibles. Des passionnés de généalogie tentent de tracer sa famille. Mais jusqu'à présent, rien de concluant n'a émergé. Il reste le fantôme de la neige, insaisissable même pour ceux qui cherchent désespérément à lui rendre hommage. Et peut-être est-ce approprié, peut-être qu'un homme qui vécut délibérément dans l'ombre mérite de rester dans l'ombre, honoré non pas par des statues ou des cérémonies officielles, mais par les vies qu'il a sauvées, et les histoires qui continuent à être racontées, de génération en génération dans l'intimité des familles qui lui doivent leur existence. L'impact d'Alaric Vorney se mesure aussi dans les descendants des 13 femmes qu'il sauva. Ensemble, elles eurent 27 enfants. Ces enfants eurent eux-mêmes des enfants. Aujourd'hui, on estime qu'environ 80 personnes vivent, parce qu'Alaric Vorney prit la décision, une nuit glaciale de janvier 1943, d'ouvrir la porte d'un wagon et de guider 13 femmes terrifiées vers la liberté. 80 vies, 80 parcours individuels, 80 futurs qui n'auraient jamais existé sans ce geste. C'est peut-être la mesure la plus juste de ce qu'il accomplit, pas dans les livres d'histoire, pas dans les monuments, mais dans le simple fait biologique de l'existence continue. Pourtant, même cette mesure est insuffisante, parce que ce qu'Alaric Vorney a fait transcende les chiffres. Il a démontré que même dans les systèmes les plus oppressifs, même face aux machines de guerre les plus implacables, même dans les moments de terreur absolue, l'action individuelle reste possible. Pas toujours, pas facilement, pas sans risque terrible, mais possible. Et cette possibilité, ce refus de l'impuissance totale, est peut-être la leçon la plus importante que son histoire peut nous transmettre. Non pas que nous sommes tous capables d'être des héros, mais que nous sommes tous capables de faire quelque chose, aussi petit soit-il, face à l'injustice, et que ces petits actes, cumulés, peuvent parfois sauver des vies. La dernière des 13 femmes sauvées cette nuit-là, Hélène Roussel, mourut en 2018 à l'âge de 93 ans. Juste avant sa mort, elle donna une interview à un petit journal local. On lui demanda ce qu'elle voulait que les gens retiennent de cette histoire. Elle répondit simplement qu'il y avait de la bonté, même là, même alors, et que cette bonté n'avait pas besoin de reconnaissance pour exister. Ces mots résument peut-être mieux que toute analyse historique l'essence de ce qu'Alaric Vorney représentait. Une bonté sans calcul, un courage sans spectacle, une humanité préservée au cœur de l'inhumain. L'histoire du fantôme de la neige ne se termine pas vraiment. Elle continue dans chaque personne qui la découvre, qui la questionne
qui cherche à comprendre comment un homme ordinaire put accomplir quelque chose d'aussi extraordinaire. Elle continue dans les débats sur la mémoire, sur l'héroïsme, sur ce que nous choisissons de commémorer et pourquoi. Elle continue dans la conscience que l'histoire officielle n'est jamais complète, qu'il existe toujours des récits invisibles, des sacrifices non documentés, des vies sauvées par des personnes dont nous ne connaîtrons jamais le nom. Alaric Vorney n'était probablement pas unique. Il était probablement l'un parmi des centaines d'individus similaires, opérant dans des circonstances similaires, accomplissant des actes similaires. Mais nous connaissons son histoire parce qu'une femme, Isilde de Marceau, décida qu'elle devait être racontée. Et maintenant, cette histoire appartient à quiconque choisit de l'écouter, de la préserver, de la transmettre. Dans la gare de Montbard, la petite plaque de bronze continue d'exister. La plupart des voyageurs passent devant sans la remarquer. Mais ceux qui s'arrêtent, qui lisent l'inscription, qui se demandent qui était cet homme, entrent dans un espace de mémoire différent, un espace où l'héroïsme n'a pas besoin de drapeau, où le courage n'a pas besoin de témoins, où la dignité humaine se manifeste non pas dans les grands gestes spectaculaires, mais dans les choix silencieux, répétés, dangereux, faits par des personnes ordinaires dans des circonstances extraordinaires. Alaric Vorney reste un fantôme, mais c'est un fantôme qui hante notre conscience historique de la manière la plus nécessaire. Il nous rappelle ce que nous préférerions oublier, que la vraie résistance fut souvent invisible, que les vrais héros disparurent souvent sans laisser de traces, et que notre devoir n'est pas seulement de nous souvenir des victoires éclatantes, mais aussi des actes discrets qui sauvèrent des vies une par une, dans l'obscurité glaciale d'une guerre qui voulait tout détruire. Cette histoire n'appartient pas qu'au passé. Elle traverse le temps comme un écho qui refuse de s'éteindre, portant en elle une vérité aussi simple qu'insoutenable. Dans les moments où l'humanité bascule dans l'abîme, ce sont les gestes invisibles qui dessinent la frontière entre ce que nous sommes et ce que nous refusons de devenir. Maëlys Rouvray et Ernst Keller ne se sont jamais revus. Ils ne se sont jamais parlé. Ils ne connaissaient même pas leurs noms respectifs. Pourtant, entre eux s'est tissé quelque chose d'irremplaçable. Quelque chose que ni la guerre, ni la mort, ni l'oubli organisé n'ont pu totalement détruire. Cette histoire pose une question qui traverse les générations et qui nous concerne tous, aujourd'hui encore. Que ferions-nous si nous étions confrontés à notre propre zone d'isolement, à notre propre Maëlys abandonnée sur la paille, à notre propre décision impossible entre le confort de l'indifférence et le prix du refus, parce que ces situations n'ont pas disparu avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elles existent encore, sous d'autres formes, partout où des systèmes continuent de trier les vies humaines entre celles qui comptent et celles qu'on peut laisser disparaître sans bruit. Ces voix oubliées, ces femmes effacées des registres, ces hommes disparus dans l'anonymat de l'histoire méritent plus que notre silence. Elles méritent d'être entendues, transmises, préservées de l'oubli qui menace toujours de les engloutir définitivement. Si ce récit a touché quelque chose en vous, si l'histoire de Maëlys et d'Ernst a résonné dans votre conscience, alors ne la laissez pas s'arrêter ici. Partagez-la avec ceux qui, comme vous, croient encore que l'humanité se mesure à notre capacité de voir ce que les autres préfèrent ignorer. Abonnez-vous à cette chaîne pour que ces témoignages continuent d'exister, pour que les noms arrachés au néant trouvent leur place dans la mémoire collective, pour que les gestes de bonté ordinaire accomplis dans l'obscurité totale ne soient jamais totalement oubliés. Chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire devient un acte de résistance contre l'effacement, une manière de dire que ces vies comptaient, qu'elles comptent encore, et qu'elles compteront toujours. Et maintenant, dans les commentaires ci-dessous, depuis l'endroit du monde où vous vous trouvez, laissez une trace. Pas simplement un nom de ville ou de pays, mais une réflexion, une émotion, une question que cette histoire a soulevée en vous. Qu'est-ce que le choix d'Ernst vous inspire? Quelle part de Maëlys reconnaissez-vous dans ceux qui, aujourd'hui encore, luttent pour ne pas disparaître? Ces témoignages n'ont de sens que s'ils continuent de vivre à travers nous, à travers nos conversations, à travers notre refus collectif de laisser l'oubli gagner. Parce qu'au fond, l'histoire ne se résume pas à des dates et des batailles. Elle se compose de milliers de choix individuels, de gestes minuscules accomplis dans l'ombre.
de décisions impossibles prises par des gens ordinaires placés dans des circonstances extraordinaires. Et tant que quelqu'un quelque part choisit de se souvenir, de transmettre, de refuser l'indifférence, alors ces voix ne se tairont jamais complètement. Elles continueront de résonner de génération en génération, nous rappelant que l'humanité ne triomphe pas toujours, mais qu'elle mérite toujours d'être défendue.